Le 100% football amateur, c'est l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond pendant une heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Ravi de vous retrouver dans l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond. C'est tous les lundis pendant une heure. Les titres de ce soir: Quevilly fait tomber l'OM et rallume la magie de la vieille dame. Cannes 2025, vitrine du football africain, mais à quel prix pour le football amateur français? Kaded, Adel, des trajectoires déviées mais pas éteintes. Pour en parler, pour m'accompagner en plateau, bonsoir Daoud Daribo. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices, et puis un grand merci Farid pour l'invitation. Toujours un grand plaisir d'être présent. Plaisir partagé. À ta droite, nous avons également Amidou Konaté. Comment vas-tu, Amidou ? Ça va Farid, merci beaucoup. Je crois que c'est ma 3e émission de suite, donc c'est un night trick. À la fin, je pars avec le micro. C'est toi qui vois, il n'y a pas de souci, il faudra en parler à la régie, mais pour moi, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas, messieurs, d'être à mes côtés. Voici le programme, mesdames, messieurs. Club de National face à un géant de Ligue 1. Quevilly a renversé l'Olympique de Marseille au terme d'un match fou en mars 2012 dans Instant Foot. Le défenseur normand Grégory Beaugrard sera avec nous pour revenir sur cet exploit dans quelques instants au téléphone. La Cannes 2025 a mobilisé de nombreux joueurs évoluant en France, y compris dans les divisions amateurs et semi-professionnelles. Est-ce une opportunité de reconnaissance pour le football amateur ou une fragilisation sportive et économique pour les clubs? On en parle dans le débat de la team. Passé par Nice, Nottingham Forest, Lyon, le FC 93, Idriss Kaded et Anthony Adel évoluent aujourd'hui en Régional 1 à Montreuil, loin des centres de formation qui les ont révélés. Ils ne sont pas encore arrivés, ce sont les aléas du direct, ils sont pas très loin, n'ayez crainte. Donc ce sont nos invités en plateau tout à l'heure. On va pouvoir démarrer le 19e numéro de l'émission et de la saison. Vous êtes au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. C'est parti. Le 100% football amateur, l'instant foot. Un des artisans de l'exploit, Grégory Beaugrard, a écœuré les attaquants de l'Olympique de Marseille par sa sérénité. Il raconte de l'intérieur une soirée où Quevilly a défié la logique et touché à l'histoire. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Gérard, comment vas-tu ? Ça va. Non, c'est Grégory mon prénom. Ah, Grégory, pardon. Non, ça va très très bien, je suis en pleine forme et puis ravi de passer à votre antenne. Grégory, ce match face à l'Olympique de Marseille a-t-il changé ta vie ? Non, ça a changé notre vie pendant un mois, voire 2 mois, mais ça n'a pas changé notre vie. On reste des êtres humains comme tout le monde et on a une vie très très normale depuis cette épopée, sauf que ça nous arrive que des gens nous arrêtent dans la rue pour reparler un petit peu de ces beaux moments. C'est vrai. Parlons donc de ce match quand même contre l'Olympique de Marseille. Dans les vestiaires, avant d'entrer sur la pelouse, quel était l'état d'esprit du groupe ? L'état d'esprit, ce que tout le monde doit faire quand on rentre sur un match de Coupe de France, se dire qu'en face, il y a 11 hommes qui sont là pour gagner et que nous, on est 11 aussi sur le terrain à tour de rôle avec les remplaçants pour aussi gagner un match. Donc on était rentré sur le terrain dans l'optique de se qualifier malgré qu'il y ait plusieurs places d'écart sur le papier. Mais nous, on était motivés et on savait que c'était possible. Vous sentiez que quelque chose de spécial pouvait se passer ce soir-là ? Après, oui, il y a eu ce soir-là, mais on avait eu la chance 2 ans auparavant déjà d'atteindre la demi-finale avec pratiquement le même groupe. Donc on savait que tout était possible, comme c'était possible aussi qu'on prenne une fessée, comme ça arrive par certains amateurs. Mais on était motivés et puis on savait qu'on avait nos chances et on a tout donné.
En tant que défenseur, comment prépare-t-on ce type de rendez-vous face à des attaquants, je le rappelle, de Ligue 1? Ouais, bah c'était des attaquants de Ligue 1 et c'était même des joueurs qui allaient faire un quart de finale de Ligue des Champions. Donc c'était des joueurs qu'on connaissait, mais qu'on n'avait jamais affrontés. On les avait juste vus à travers nos télés ou dans les stades respectifs où on pouvait aller les voir. Après, c'était la Coupe de France, donc ce jour-là, Didier Deschamps avait choisi de faire tourner un petit peu son effectif et on n'avait pas eu forcément les titulaires dès le début du match et c'est ce qui nous a permis d'ouvrir le score. Et une fois que les joueurs vraiment qui étaient en forme du moment sont rentrés, on a vu tout de suite la différence. Reparlons de ce début de match. En effet, Grégory, Quevilly marque très vite, démarre très fort. Pour vous, derrière, est-ce que ce but change immédiatement votre façon d'aborder le match ou au contraire, est-ce qu'il augmente encore plus votre vigilance? De toute façon, vous savez, en tant que footballeur amateur, lorsqu'on a 20 000 spectateurs autour de nous, on est vigilant au moindre fait et gestes de l'adversaire ou de son coéquipier. Donc non, ça n'a pas trop changé notre optique. On avait l'avantage du score, c'est toujours plus facile dans le sport collectif et dans le sport en général de mener. Donc on était en bonne posture et ça nous a permis de prendre confiance dans ce match. Exactement. Avant de parler de mi-temps et de la seconde mi-temps, je vais donner la parole dans quelques instants à Amidou et Daoud. Toujours sur cette première mi-temps, Grégory, donc l'Olympique de Marseille forcément pousse, multiplie les situations. À quel moment vous dites il va falloir sortir le match de ma vie? C'est des tirages, je sais qu'il faut que l'on sorte chacun le match de notre vie si on veut passer. Eux, ils peuvent se permettre peut-être d'être à 50, voire 60%, même si c'est pas vrai ce que je dis parce qu'en étant à 60%, ils n'ont pas réussi à passer, mais nous, on était concernés depuis déjà très longtemps. Très bien, c'est très clair. Je laisse la parole à Amidou sur cette première mi-temps. Oui, bonsoir Grégory. Bonsoir Amidou. Oui, je voulais savoir, même quand donc on sait qu'on affronte l'OM, on a le temps de préparer le match. Et comme tu disais, c'est des joueurs qu'on voit d'habitude à la télé. Et quand tu es sur le terrain, on est acteur à 100% ou est-ce que aussi on est un peu spectateur en se disant, bon, je joue un match historique. Est-ce que par rapport on va dire au pédigré de l'adversaire en face, est-ce que vous êtes joueur, spectateur en même temps ou c'est comment dans la tête à ce moment-là? C'est une bonne question. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà eu la chance pour la plupart d'avoir déjà été en demi-finale 2 ans auparavant, donc on connaissait un petit peu ces grands stades et ces grands rendez-vous. Maintenant, il faut rentrer dans le vif du sujet, il faut respecter l'adversaire bien sûr, mais on reste défenseur et puis s'il faut de l'engagement, les autres, il faudra mettre de l'engagement, sinon c'est nous qui allons se faire mal. Donc c'est plus, moi je dirais que le joueur en soi, c'est pas lui qui est impressionnant, c'est juste tout ce qui est le contexte autour. L'effet médiatique, la grandeur du stade, les chants des supporters, mais les joueurs en eux-mêmes, ça reste... moi, c'est toujours ce que j'ai dit, à part rencontrer Zidane, que là, je sais pas si j'aurais été capable de jouer, mais les autres joueurs, je les considère comme des joueurs comme nous et qui ont plus de talent, mais que sur un match, tout est possible. Tout est possible, en effet. Daoud, une question pour Grégory? Ouais, bonsoir Grégory. Ce que disait le coach Brouard, là, et là je vais en venir à la question, c'est la préparation du match au plan tactique. Parce qu'il disait que ce qu'il avait marqué le coach, c'est que c'était une victoire pour le football en fait, parce que vous aviez joué. Et vous n'avez pas refusé, donc moi je voulais la question c'était la préparation, comment vous l'avez préparé tactiquement, est-ce que vous avez décortiqué dans la semaine le jeu de l'OM, vous avez, voilà, c'est ça intéressant. Ouais. Non, à l'époque, après, maintenant c'est vieux, c'était il y a 14 ans maintenant, bientôt. Non, tout était préparé. On était en national, on avait la chance de s'entraîner le matin, d'être disponible. On faisait pratiquement tout ce que ça. Donc non, ce match a été préparé. Ce qui était différent par rapport
aux joueurs professionnels, c'est qu'on avait moins les outils pour la récupération, tout ça, et puis on n'avait pas le salaire qui n'allait avec, et on n'avait pas le talent non plus. Mais tout était préparé, hein. Vous savez, en Coupe de France, même maintenant, je vois des clubs de Régional 1, Régional 2, tout est préparé. On n'avait pas les datas à l'époque, mais on avait beaucoup d'informations sur les joueurs et puis sur leur état de fraîcheur et sur leur état d'esprit du jour. Avant de redonner la parole à Daoud, Grégory, je voulais savoir, donc vous arrivez dans le vestiaire, qu'est-ce que vous dit que vous dit Régis Brouard? Il vous calme, il vous recadre, ou au contraire il vous dit il est possible de faire quelque chose? Pour la petite anecdote, cette mi-temps-là, c'est l'une des seules mi-temps que j'ai pas trop vécu parce que je m'ouvre l'arcade en première mi-temps et je me fais recoudre pendant la mi-temps, moi, personnellement. Donc, je vais pas être le mieux placé pour parler de cette mi-temps, mais je sais que le coach a dû nous féliciter pour déjà ce qu'on avait fait sur la première mi-temps, et nous demander de pas relâcher et qu'on avait toutes vos chances. Oui, qu'on était bien parti. Maintenant, il restait encore beaucoup de temps et que s'il fallait se qualifier au bout de 90 minutes, il fallait le faire. Mais s'il fallait passer par 120 minutes, pourquoi pas. Et puis même s'il fallait aller au tir au but, pourquoi pas. C'est très clair. Donc, on était vraiment dans cet état d'esprit. Et puis, quand il faut féliciter ses joueurs, il faut savoir le faire aussi. Il faut pas être tout le temps le coach avec le fouet et puis toujours rentrer dedans. Non, c'est pas la peine. Je redonne le ballon à Daoud. Non, justement, pour poursuivre un petit peu, là, parce que justement, à la mi-temps, le coach, il passe à 2 attaquants, parce que lui, il expliquait qu'il voulait éviter, justement, au maximum, s'il pouvait éviter les prolongations. Donc, il a vraiment eu l'audace de tenter un coup avec 2 attaquants en deuxième mi-temps. Mais est-ce que c'était prévu d'avoir une maîtrise? La maîtrise du jeu, en fait. Voilà, est-ce que face à l'Olympique de Marseille. Face à l'OM. Est-ce que vous avez prévu, justement, ce scénario? Est-ce que vous avez dit, garder cette maîtrise, en fait? C'était pas prétentieux de notre part, mais on savait qu'on avait une équipe pour jouer à cette époque-là. Après, le coach s'adapte forcément à ses joueurs. Vous savez, quand vous jouez contre une Ligue 1, ça c'est facile à dire quand on a affronté, mais en fait, pour des joueurs amateurs, on a plus de temps. Ils sortent moins vite qu'un joueur de DH à l'époque qui pouvait sortir comme un fou furieux dessus. Ils sont plus à cadrer, ces joueurs-là, et parce qu'ils savent que d'habitude, en phase 2, ils ont tellement de la technique qu'ils peuvent pas se jeter. Donc, je dirais que c'est plus facile de jouer au ballon contre une Ligue 1. Je parle dans les 70 premiers mètres. Après, dans les 30 derniers mètres, c'est autre chose que contre une R1, peut-être. Grégory, passons je laisserai ensuite la parole à Amidou, mais passons à la deuxième mi-temps. Forcément, l'Olympique de Marseille accélère pour savoir fait le plus dur, et vous revenez encore. D'où vient cette force mentale? C'est la magie de la coupe, ou il y avait encore il y avait autre chose? Il y avait peut-être ce soir-là, on avait peut-être été bénis par les dieux du football, je sais pas. Non. Ce groupe, ils se connaissaient vraiment, donc voilà, on se fait égaliser, il faut rentrer leurs deux gros joueurs de l'époque. Nous, en tant que défenseurs, on a vu tout de suite la différence quand il a fait rentrer Loïc Rémy et puis André Ayew, où dans l'impact, c'était encore autre chose que des joueurs comme Brandao ou même le Gignac de l'époque. Mais des beaux clients quand même. Oui, des bons clients, mais oui, surtout quand en tant que joueur national, vous avez déjà eu 70 minutes Brandao sur le dos et qui vous fait rentrer Loïc Rémy qui va à 10 000 pour un joueur comme moi qui était pas le plus rapide de l'effectif, c'était compliqué. Mais on essaie de s'adapter autrement. C'est vrai, non, mais bravo, je donne la parole à Amidou. J'ai été une fois sur le bord de terrain d'un match où l'équipe supposée supérieure, à la mi-temps, il y avait match nul et l'équipe supposée supérieure a dit on a raté notre mi-temps. Et l'équipe supposée inférieure a dit c'est bien, le plan il est en marche, tout est bon. Donc dans votre cas, c'est plutôt l'OM qui ratait son match ou c'est votre plan qui était efficace? C'était le plan de Régis Brouard. Ouais. En tant que Normand, je vais faire une réponse de Normand. C'est un petit peu les deux. Non, mais
c'est vrai que c'était intéressant aussi, nous, ce qu'on proposait. Après, on n'avait pas l'OM d'un soir des Ligues des Champions. Ils avaient fait tourner quelques joueurs, des joueurs de l'époque, des Valbuena, je crois qu'il n'avait pas fait le déplacement. Steve Mandanda, il jouait pas parce qu'en fait, le coach, il préparait le match de Ligue des Champions. Oui, mais en face, c'était quand même des pros. Hein. Oui, c'est des pros. Maintenant, ça reste la Coupe de France. Il faut avoir la dalle. Oui, non, ils avaient des vrais joueurs, des Benoît Cherroux, des Alou Diarra. Ouais, ils venaient. Ouais, voilà. Morel, Diawara, Fanny, il y a du monde. Et du beau monde, hein, quand même. Hein. Mais je vous dis, on a eu cette chance d'affronter pas mal d'équipes professionnelles et l'expérience, c'est toujours bénéfique aussi. Dernière question, Grégory. Donc, au moment où l'arbitre siffle la fin du match, qu'est-ce qui vous traverse en premier ? C'est la satisfaction, la fierté, le soulagement ou la sensation d'avoir vécu un moment à part dans une vie ? C'est un peu tout ça. Le soulagement, non, parce que voilà, on aurait perdu, c'est pas question de vie ou de mort, ça reste que du football. Mais non, c'est vraiment de la satisfaction et puis de se dire qu'on a battu l'espace d'un match notre club préféré pratiquement à tout l'effectif. C'était votre club préféré, l'Olympique de Marseille ? Pour ma part, oui, c'était et ça reste le club. Moi, je suis des années 80, donc j'ai vécu toutes les épopées de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, en Coupe des Champions. J'avais la coupe à Chris Waddle à 10 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, vous l'avez plus ? Non, j'ose plus là. J'ai encore des cheveux, mais j'ai pas la coupe mulet de Chris Waddle des débuts des années 90. Bon, en tout cas, Grégory, merci d'avoir voulu pendant quelques instants repartager ce match. Avec plaisir, oui. Franchement, bravo pour l'exploit. Et on va voir ce que Bayeux va faire demain contre l'Olympique de Marseille. Ah oui. Exactement, c'est le dernier club amateur encore en lice. D'ailleurs, on a la chance d'avoir en plateau deux joueurs de Montreuil et deux buteurs, les deux buteurs de Montreuil contre Amiens. Ils vont nous raconter un peu aussi leur épopée en Coupe de France. J'ai vu les images. Exactement, et des grands talents en plateau. Doute pas, merci Grégory d'avoir répondu à nos questions. De rien, merci à vous. Bonne continuation et bonne fin d'émission à tout le monde. Et merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci d'être passé. Voilà, chers auditeurs, auditrices, vous êtes sur RGB 99.2 FM. C'est le 100% football amateur, on passe au football africain. Le 100% football amateur, le débat. Alors, la CAN de 2025 a commencé bien sûr depuis quelques semaines, on arrive au bout dans les prochains jours. Rêve africain ou casse-tête pour le football amateur français, c'est le débat de ce soir, messieurs. Daoud, partir à la CAN, est-ce une chance unique ou un pari risqué pour un joueur amateur ? Non, c'est une chance unique. Un amateur à la base, il ne devrait même pas être en sélection. Normalement, c'est réservé aux professionnels. Donc, lui, dans son quotidien, il a une opportunité énorme d'intégrer, représenter son pays. Non, c'est une fierté. Et ça prouve aussi, moi, je pense que ça prouve la qualité du foot amateur. C'est qu'un joueur de National 2, ça veut dire que le niveau du National 2 français est capable d'envoyer des joueurs qui sont performants avec leur sélection nationale. Donc, je trouve que c'est une super vitrine pour le foot amateur français. Amidou ? Oui, j'allais dire que c'est... Parallèlement aussi, c'est une superbe vitrine pour le football amateur français. Que dire des sélections dans lesquelles évoluent ces joueurs-là ? Ça veut dire quand même que derrière, ça pousse pas fort. Ouais. Et ça veut dire qu'il faut regarder aussi derrière ces nations-là qui accueillent, sans mettre en cause forcément la qualité des joueurs amateurs franciliens essentiellement qui vont jouer la CAN. Il faut voir ces pays-là, ces sélections-là. Quels sont leurs critères, est-ce qu'il y a un vivier, comment ça travaille, etc. Et j'en profite aussi pour dire que les débats autour de la CAN, c'est un peu fatigant, quoi, parce que quand c'est l'Euro, quand c'est la Copa América, on n'a pas forcément ce type de débat les clubs, est-ce que les joueurs, ils partent les joueurs, il n'y a pas de débat. Ils n'ont pas le choix. Voilà, ils partent. Mais dès que c'est la CAN, il y a toujours un débat et ça commence à être... peut-être parce que cette compétition arrive en fin d'année. Mais quelle qu'elle soit, je pense qu'aujourd'hui, un joueur, il a deux choses.
Il a deux rêves. Un rêve qu'il peut atteindre via le club, en donnant le meilleur de lui-même pour essayer de jouer le plus haut possible, voire dans le club de son choix. Et le deuxième rêve, c'est de représenter son pays. Et aujourd'hui, aujourd'hui, qu'on mette en balance à chaque fois un joueur africain, à chaque fois qu'on mette en avant la priorité à son club, je trouve ça un peu dommage. Dommage. On en profite donc parce qu'on a quand même deux grands joueurs, j'ai pas peur de le dire, en plateau. Je suis d'accord avec toi. Anthony Adel et Idriss Kaded. Oui, Amidou était parmi nous également samedi pour voir ce match entre Montreuil et Amiens. Anthony, je te donne en premier la parole. Est-ce que selon toi, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est une chance unique ou un pari risqué pour un joueur amateur ? Non, pour moi, c'est une chance unique. Parce que représenter son pays, ça doit être quelque chose de fantastique. Déjà, rien que je vais faire un petit parallèle sur la CAN des quartiers. On en a une à Montreuil qui est exceptionnelle. Déjà, rien que des joueurs de quartier qui représentent leur pays dans une CAN comme ça, c'est exceptionnel de la gagner. Bah alors, gagner celle des professionnels... Pour un pays. Ouais, ça doit être incroyable. Ça doit être incroyable. Idriss, tu partages ? Ouais, je partage totalement ce qu'il vient de dire Anthony. Ça doit être magnifique et une grande fierté de représenter son pays. Ensuite, vivre en parallèle un peu le monde professionnel, parce que la CAN, c'est professionnel. Vivre des choses magiques avec son pays, ça doit être exceptionnel. Je le rappelle à nos éditeurs auditrices, dans quelques instants, dans moins de 5 à 6 minutes, interview de deux Narvalos. Donc restez connectés. Amidou, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je me dis quand même, et ça je dis à peine en sourire, qu'un joueur amateur qui participe à la CAN, je conseillerais à son club de lui faire passer par la case psy, parce que ça doit être quelque chose, en tout cas être dans une ambiance, dans un mouvement unique, inédit, au-delà de représenter son pays, mais avec tout ce qui va avec. Et du jour au lendemain, hop, on rentre, déjà la température n'est pas la même. On passe d'une ambiance extraordinaire à une vie classique, ordinaire, quotidienne. Ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué, compliqué de revenir les pieds sur terre. Anthony, cette CAN organisée au Maroc, selon toi, c'est une réussite sportive, populaire, symbolique ? Bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, au vu des infrastructures proposées par le Maroc, elles sont exceptionnelles. Et au vu les grosses nations, elles sont au rendez-vous. Donc, quand il y a toutes ces nations-là, c'est magnifique à regarder. Idriss, quel était ton favori avant le début de cette compétition ? Je crois connaître le En tant qu'Algérien, moi j'étais vraiment pour l'Algérie. Je trouvais qu'on avait une bonne équipe. Après, oui, en parlant de la CAN, le Maroc, ils ont eu des infrastructures exceptionnelles. Ils jouent dans des terrains magnifiques. Le niveau de la CAN, il est quand même assez élevé. On a des bons joueurs dans le vivier africain. Après, oui, un peu déçu quand même de l'Algérie qui aurait pu aller plus loin. Après, Nigérien, on est tombé sur le Nigeria, grosse équipe. Mais oui, regarder la CAN, ça fait toujours plaisir quand même. Exactement, pas simple. C'est vrai que cette équipe de Nigeria, je trouve qu'on n'en parle pas assez et elle va pas forcément toujours au bout, mais elle est toujours dans le dernier carré. Amidou, est-ce qu'il y a un match, un joueur qui t'a marqué durant cette compétition de la CAN ? Déjà, en général, ce que j'aime bien dans cette CAN-là, c'est quel que soit le match qu'on regarde, dans les équipes, les noms nous disent quelque chose. On connaît des joueurs. Avant, il y avait toujours des découvertes, etc. On parle du Nigeria, j'ai envie de dire plus de la moitié des noms des équipes, on connaît tous, ils évoluent dans les grands clubs européens. Je ne parle même pas de l'Algérie ni du Maroc. Au final, la qualité elle est au rendez-vous. Mais je suis comme toi. En fait, je suis à 50% pour l'instant. J'étais sur plutôt en demi-finale, je voyais un Mali, Côte d'Ivoire et un Nigeria, Cameroun. Donc je suis à 50% et je vois le Nigeria l'emporter quand même. Bon, moi j'étais quand même un peu d'accord avec Idriss forcément. Donc maintenant j'ai un autre favori, mais je le garderai pour moi. Anthony en parlait tout à l'heure, la CAN des quartiers en France. C'est toujours des grandes fêtes et c'est souvent le reflet de la CAN 2025. C'est le partage, la paix, le vivre ensemble.
Ouais, c'est formidable ce qu'on le voit. Franchement, c'est. Même à la fin des matchs, malgré qu'on parle un peu de l'arbitrage, il y a eu des. Parfois, l'arbitrage est maison. Hein, ouais, non ça à l'Euro, c'était pareil. À la Coupe du Monde, c'est pareil. Hein, regarde bien. Non, mais je parlais pas de l'arbitrage à la CAN 2025 au Maroc. Je parlais dans les quartiers. C'est pareil. Mais bon, après, on peut trouver des similitudes peut-être. Il y a une fraternité. On voit que les Marocains, ils sont super accueillants. Ils font l'unanimité par rapport à ça. Donc, ils essayent de mettre quand même au-delà du sportif. Voilà, le rassemblement des peuples dans un même pays. Et pour l'instant, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est super bien organisé. Il y a du bon niveau. Ce que disait Ami tout à l'heure, là, c'est moins le cas maintenant où les clubs sont moins réticents parce qu'avant, je pense ils dénigraient un peu la CAN il y a quelques années. Donc les clubs, ils étaient un peu réticents à envoyer leurs joueurs. Là. Maintenant, ils voient que c'est une vraie compétition avec un vrai niveau de pratique. Tu verras que là, maintenant, longtemps, ça va. Et parfois, c'est même du trading derrière. Ça va Exactement. permettre de se revendre. Tu as une valeur, donc non, c'est. Là, la CAN, elle est mise en avant, il y a une grosse lumière qui est mise dessus. Et j'espère que ça récoltera les fruits pour développer le foot en Afrique. Surtout par rapport au championnat. Futur vainqueur de la Coupe du Monde. En championnat, tu sais, dans leurs championnats respectifs de chaque pays, de développer un peu plus, peut-être les centres de formation. C'est en train de venir. Hein. Tu vois, en Algérie, au Maroc. Et si on parle d'une équipe qu'on parle jamais, c'est l'Égypte. Parce que c'est le plus titré, personne n'en parle. Alors c'est peut-être pas beau à voir, mais ils sont là et moi je préfère qu'ils soient au Maroc. Tu l'as très bien résumé. Moi je préfère le Maroc, mais bon, attention l'Égypte. Je suis pas étonné non plus, Daoud. Anthony, pour terminer sur cette CAN en 2025 au Maroc, est-ce que tu connais un joueur ou plusieurs joueurs qui jouent dans cette CAN? Bah ouais, il y avait Samuel Moutoussamy. Qui était à Nantes. En centre de formation à l'OL. Bah, il y a Oussem Aouar qui s'est blessé avant. Il y avait Amine Gouiri aussi, mais sinon, ouais. Ah bah ça va quand même, du beau monde. Ah si, il y a aussi Mizan Maolida, avec les Comores. Ah oui, quand même. Non, ouais. Et toi, Idriss? Moi, je connaissais Brian Mbeumo, je jouais avec lui à l'Estac de Troyes. Et Van Guessant aussi à l'OGC Nice. Après, il doit en avoir d'autres. Est-ce que vous avez eu des échos? Est-ce que ils sont surpris par cette ferveur? Est-ce qu'on est surpris par ces conditions, par ces infrastructures? Non, j'ai pas eu d'écho encore. Non, j'ai pas eu encore d'écho. Je pense l'appeler à la fin. À la fin de la CAN. Ouais. Oui. Mais de ce qu'on voit, en tout cas, c'est exceptionnel. Non, comme il l'a dit, il y a eu une grosse lumière sur cette CAN et on voit que le niveau il s'est énormément amélioré en Afrique. Donc ouais, si ça peut mettre un peu plus de lumière sur le football africain et permettre de mettre plus de moyens pour que d'autres joueurs africains puissent toucher à l'Europe aussi, ça serait beau. Surtout que les binationaux choisissent leur pays d'origine, ça change tout. Exactement. Quand on voit Mbeumo, Amad Diallo avec la Côte d'Ivoire, le niveau il change tout de suite. C'est vrai, il ne faut pas refuser cette chance. Messieurs, pour terminer, on va faire un dernier tour de table, très simple. Quel est votre favori maintenant pour cette CAN? Amidou? Je l'ai dit, pour moi ça reste le Nigeria. Daoud? Maroc. Anthony? Ouais, moi aussi Maroc. Maroc, Idriss? Moi, Nigeria. C'est sûr que le Maroc avec l'arbitrage. Oh non, on peut pas terminer le débat comme ça, Amidou. Non, en tout cas, merci messieurs. Et dans les équipes que vous avez mentionnées, il y a aussi mon favori, donc voilà, j'en dirai pas plus. C'est l'Algérie, il est non. C'est éliminé. Merci Amidou. Toujours en compagnie donc de Daoud et d'Amidou, on termine avec un duo complémentaire. Le 100% football amateur, l'interview. Le 16e de finale de Coupe de France leur a offert le temps d'une après-midi le parfum des grands rendez-vous, là où la hiérarchie s'efface. Nous avons le plaisir de recevoir en plateau les deux buteurs de Montreuil face à Amiens, Idriss Kaded et Anthony Adel. Tout va bien, messieurs ? Ça va super, merci. Ouais, tout va bien ? Très bien. Messieurs, vous êtes passés tous les deux par des structures pro. Il y a eu Nice, Nottingham Forest, Lyon, peut-être que j'en oublie. À quel moment votre trajectoire a bifurqué, Anthony ? Bah moi c'est quand, comment je peux dire ça, ouais, quand au bout de 3 ans on ne conserve pas en centre de formation. Donc et pourquoi ? Pour un manque de travail, un manque de sérieux. On pense que le talent va tout faire, mais c'est pas ça qui fait tout. Et là, avant de laisser la parole après à Idriss, avec du recul, tu te dis, tu t'en veux de ne pas avoir travaillé plus à l'époque ? Non, faut pas de regret. Parce qu'après ce que je vis là avec ma ville, avec mon club, avec ceux avec qui j'ai grandi,
Franchement, je regrette rien du tout. Oui, formé à Montreuil. Formé à Montreuil, né à Montreuil, grandi à Montreuil. Ah oui, là. Grosse fierté, ouais. Ouais, je peux comprendre. Idriss. Moi, c'est un peu préparé qu'Anthony, un manque un peu de sérieux, d'hygiène de vie. Après aussi, dans le foot, aussi, il y a un manque la chance est aussi très important dans le football. Oui, il en faut un petit peu. Il faut être là, il faut être performant au bon moment. Après, non, comme Anto, aucun regret, parce que ça m'a permis de vivre des choses aussi dans ma vie, de permettre de reconnaître ma femme, avoir un enfant. Donc, vivre ce que je vis hier à Montreuil. Donc, oui, pas de regret, mais c'est sûr que le foot au monde professionnel, c'est quelque chose de très compliqué. On a failli y atteindre, Anthony et moi. Mais pas de regret, et l'important c'est de continuer de vivre. Oui, tout à fait, rien n'est terminé. En tout cas pour ma part, je pense que pour vous c'est rien n'est fait. Tous les deux vous avez joué ensemble au FC 93 ? C'est ça, une année. Qui a suivi l'autre ? Non, on arrivait en même temps. Ouais. Bon, après, dès que je suis parti, je suis revenu à Montreuil, je faisais que de l'appeler tous les étés pour qu'il me suive, Bon, il avait d'autres projets. Et là, cette année, je lui ai dit, c'est bon, rejoins-nous, t'inquiète pas, ça va bien se passer à Montreuil. C'est ça, ouais, il m'appelait tous les étés, je me rappelais, il me disait viens, il y a une bonne ambiance et tout. Moi, j'allais souvent dans son quartier là-bas à Montreuil, où j'ai été direct accepté comme un mec de Montreuil. Donc ouais, j'avais envie d'aller, j'ai eu Anto, Samy qui m'a appelé le coach. Oui. Donc directement, ça m'a donné envie, un nouveau projet aussi, un nouveau investisseur Ali. Donc vraiment une envie de monter aussi en National 3, donc très intéressant, donc je suis allé directement. Avant de laisser la parole à Amidou et Daoud, talent fou. Enfin, bon, moi, je l'avais vu déjà face à Chauvigny et je l'ai de nouveau vu face à Amiens. Et pourtant, en face, c'était une équipe de Ligue 2. Messieurs, je vous dirai pas qui, mais on vous compare l'un et l'autre à Christian Vieri pour Idriss et Lucho González pour toi, Anthony. C'est des belles comparaisons. Hein. C'est des belles comparaisons, franchement. Ouais. Ça fait toujours plaisir d'être comparé à des grands joueurs. Après, on essaye. Hein. On essaye de faire comme on peut. Pour revenir quand même encore à votre parcours, est-ce qu'il y a un choix précis que vous referiez différemment aujourd'hui ? Un choix précis sur le parcours personnel footballistique ? Non, seulement plus de travail. Hein. Franchement, plus de travail. Et non, sinon, non. Seulement le travail. Ouais, c'est ça. Moi, je rejoins Anthony. Plus de travail, plus de sérieux. Avoir une meilleure hygiène de vie. Moi, j'aime bien manger. Donc, manger un peu moins. Oui, mais c'est important aussi. C'est important aussi. Donc, manger un peu moins pour être un peu plus performant sur le terrain. C'est juste ça, ouais, ce que j'aurais changé. Mais sinon... Tout est beau dans ce que j'ai vécu. J'ai voyagé, je suis allé en Écosse, en Angleterre, je suis revenu en France. Donc, on mange bien là-bas, non ? En Écosse. Non, c'est une plaisanterie. Non, c'est pas top. Non, c'est pas top, on est d'accord. Mais quand on a connu, messieurs, quand on a connu les centres de formation, comment vit-on le retour au football régional ? C'est ce que disait Amidou, là-bas, c'est pas quand on sort de la CAN et quand on revient, on voit des choses magnifiques. Moi, je me rappelais moi, je suis sorti de Nottingham Forest, donc vraiment l'Angleterre, c'est vraiment magnifique, le pays du football. Je suis revenu au Red Star, mais en plus, j'avais pas commencé avec la nationale, j'ai commencé avec la réserve, donc tu passes du tout au rien. Mentalement, c'est très dur. Après, il faut savoir se mettre dans la tête qu'on est tous des hommes et c'est rien du tout, c'est que du foot. Donc, faut pas se croire au-dessus des autres. Et recommencer comme on a commencé le football, quoi, dans les choses simples. Alors moi, franchement, je vais vous dire une chose, je suis pas comme tout le monde, parce que revenir, ça m'a fait plus de bien que de mal. D'accord. Bon, entendre les gens parler dehors, c'est vrai que des fois, c'est un peu saoulant de dire « Ouais, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça ?» Mais revenir, ça m'a fait plus de bien, c'est revoir ma famille et reprendre du plaisir. Parce que faire du foot sans plaisir, c'est compliqué un peu, mais ouais, non, ça m'a fait plus de bien qu'autre chose. Oui, on le sent, on le voit. Ouais. Tu prends plaisir sur les terrains, en tout cas actuellement. Amidou ? Déjà, avant de leur poser ma question, j'étais au stade samedi et je tiens à féliciter à travers le président Abdoulaye l'ensemble du club de Montreuil parce que quand même, que ça soit l'organisation, l'accueil et tout, c'était top. Et j'observais le président. Ils étaient au rendez-vous. Voilà, et je l'observais. Eh ben, il a snobé aucune personne. Toutes les mains, il a pris du temps pour chaque personne. On sent vraiment le respect et tout ça. Donc là-dessus, chapeau. Pour revenir au match, moi j'étais dans le gradin, j'aimais bien vivre. Et très sincèrement, coup d'envoi, débordement, centre-but. Débordement d'Eliès. Je dis, mais
C'est chaud. Ouais. C'est chaud, Montreuil. Vous avez très bien joué. Bon, en face, il y avait une maîtrise. Voilà, il y avait. Et je voulais savoir, vous, à votre niveau, on parle de le foot, c'est les émotions. Et la préparation du match, est-ce que vous avez une préparation spécifique par rapport à la gestion des émotions ou est-ce que c'est on lâche les chevaux, on verra ce qui Déjà, la préparation n'a pas été simple avec les intempéries. C'est ça, ouais. Bah, on s'est entraîné que 2 fois la semaine parce qu'on a fait une fois au 5, mais au 5 c'est juste pour c'est reprendre le rythme. Mais ouais, non, la préparation s'est fait très très sainement. On est une équipe, on est une famille. Franchement, c'est pas une phrase bateau ou quoi, on est vraiment une famille. Ça veut dire, Samy, au début du match, il a parlé très calmement, comme un match de championnat. Et après, c'est nous, on a fait le reste en se parlant tranquillement, en se vannant. Parce que c'est vraiment ça le truc. Ouais, en on se a besoin vannant, de se titiller, quoi. Voilà, c'est ça. Même si on voit dans les vidéos, avant que le match il commence, pendant la photo d'équipe, ça continue à charrier et tout. Et après, ouais, quand on voit Dos Santos récupérer la balle, centrer, on marque. Les émotions là. Il a cassé quelques reins quand même sur l'action. Beaucoup. Très très bon joueur de Santos. Non, après c'était important de garder les choses simples dans la préparation, de ne pas changer les habitudes qu'on a, parce que jusqu'à là en championnat, comme on le voit, ça nous a réussi. Et Samy l'a dit plusieurs fois, c'est important de rester toujours sur les choses simples. Pas de rendez-vous 4 heures à l'avance, rendez-vous comme d'habitude 1h30 à l'avance. Donc on est resté sur les choses simples. Avec les intempéries, c'était pas facile. Comme il a dit Anto, on s'entraînait au 5. Mais on est vraiment une famille. C'est exceptionnel de voir que juste avant le match, quand on joue contre une Ligue 2, on se vanne, tout le monde rigole, il n'y a aucun stress. Et c'est ça qui permet de mettre le but dès la première minute. Donc préparation simple, on va dire. Simple, oui, et c'est vrai que je me rappelle, c'est pour l'anecdote aussi, c'est que je suis arrivé en même temps qu'Anthony. Donc je sais pas si j'avais plus d'émotions que lui, mais en tout cas, comme quoi c'est vrai qu'ils sont restés les mêmes et on comprend mieux maintenant leur prestation face à Amiens. Daoud, une petite question. Bah moi j'ai la question, je vais pas parler du match, je vais parler de l'après-match parce que là vous jouez le PFC. Donc c'est il est comme ça Daoud. terrain. Là parce que quelque part vous allez jouer le leader là. Ouais. Il y a un match de moins. La réserve du Paris FC. Et je pense que là, vous allez être attendu. Là, maintenant, ça y est. Moi, je connais très bien, vous connaissez bien maintenant. Ouais. Ça va être l'équipe à entre guillemets à battre, parce que avec votre parcours. Donc comment vous allez, comment vous le voyez, comment vous allez le vivre. Puis il y a un combat qui vous attend samedi. La préparation elle commence ce soir, on a entraînement juste après. Direct après le match, il y a le président qui est venu nous voir avec Ali qui nous a dit bon, maintenant on a bien kiffé, mais maintenant le principal c'est voilà, concentrez-vous sur la semaine prochaine. Ouais, parce qu'un club comme Montreuil doit être en National 3 au minimum. C'est ça, c'est l'objectif un peu du club. Après les 3-4 dernières saisons, ils ont fait quand même 2 montées. Donc l'objectif pour l'instant est réalisé. Maintenant on n'est pas loin, on reste quand même loin de l'objectif de cette année. Paris FC, on sait que c'est une grosse équipe. Ils sont invaincus. Beaucoup de professionnels aussi. C'est ça, c'est une réserve du Ningam. Réserve pro. Et ils font descendre beaucoup de pros. Il y a beaucoup de contrats pro en réserve, on le sait. C'est ça, ouais. Après, ça reste des jeunes. Donc, nous, on n'est pas stressés aussi pareil pour ça. On a une très grosse équipe, comme on l'a pu voir ce week-end. On a des très bons joueurs, des très bonnes individualités, mais on est très fort aussi en équipe. Donc, préparation qui va se faire déjà dès ce soir. Nous aussi, on n'a fait qu'une défaite au dernier match de championnat. On est quand même resté invaincu du début de saison jusqu'à. C'était juste avant le match face à Chauvigny. Jusqu'à Chauvigny. Il fallait faire un choix. Ouais, c'est ça. En plus, défaite compliquée. On ne devait pas perdre ce match-là, mais bon, c'est pas grave. Et c'est le football de la R1, exactement. Ouais, le premier peut perdre contre le dernier. Donc, de très grosses attentes par rapport à ce match du Paris FC. Et la préparation, elle va se faire aussi tranquille, je pense. Ouais, la préparation, ça va être, comme je vous ai dit, un match comme un autre. Et ils vont venir et ils vont voir le chaudron à Montreuil avec tous les supporters. Oui, parce que là, ça sera à Montreuil. Là, on a connu le chaudron à Bobigny. Je présume qu'à Montreuil, ça va être 2 fois pire. Ça va être chaud en tout cas. Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Il y aura beaucoup de narvalos, comme on dit. C'est ça. Beaucoup. Amidou. Après, moi, c'est quand on voit le parcours en championnat de l'équipe. La Coupe de France, j'ai envie de dire, ils sont à leur niveau. C'est pas de la surperformance, c'est pas des joueurs qui surperforment, ils jouent à leur niveau. Effectivement, j'aime bien la comparaison avec Vieri, parce que samedi, j'étais au stade, je dis, mais il est un peu en surpoids. Oui. Tu parles de Vieri. En fait, il y a un décalage
entre la morphologie Ah oui, et la ah oui. finesse technique. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis amusé à faire ses stats. Presque tous ses duels, il les gagne. Exactement. Et je me suis amusé à regarder. Je dis, le mec, tu fais un gros balèze, il est en surpoids comme il fait pour être dans cette équipe. Mais chaque prise de balle, chaque duel, il les gagne. Donc, ce que j'ai envie de dire, bon, vous êtes ambitieux et tout ça. Et pour la petite histoire, j'ai aidé un copain, président de National 3, en disant, il nous tape tous les jours. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais faire le parallèle avec la CAN. La CAN, ce qu'on entend souvent dans la bouche des Marocains, c'est il faut qu'on gagne, sinon c'est une catastrophe. Alors, Montreuil, on est une famille, on a un beau parcours en Coupe de France, on joue le championnat, et si ça ne gagne pas, Voilà. Si En ça fin de gagne saison. pas, voilà, si ça en fin gagne de pas, saison, si ça ne monte pas, on reste. bon, on commencera l'année prochaine. Voilà. Mais ça sera pas, c'est pas non plus vie ou de mort. Si C'est on- pas une histoire d'un jour, quoi. Bah c'est non, sur c'est du pas- long c'est projet. un projet. Montreuil, sur c'est un le long- projet voilà. sur le long terme. C'est des supporters qui sont créés cette année, même l'année dernière. C'est un projet sur le long terme. Hein. C'est pas de vie ou de mort. On monte pas, il y a une catastrophe, tout le monde est viré. Non, c'est pas comme ça. Non, mais ça veut dire, est-ce que souvent on voit les joueurs, ils arrivent pour un but commun, un peu comme en politique, et si ça marche pas, chacun. Non, justement, parce que Montreuil, c'est tout le contraire. En fait, Voilà. 95% de l'effectif, c'est des mecs qui viennent de Montreuil. Ouais, il y a une identité C'est- locale c'est- forte. Ouais, il y a une identité locale très très forte. Et on n'est pas des mecs qui allons abandonner parce qu'on rate une montée ou il y a une descente, tu vois. On n'est pas comme ça. De toute façon, dès le début de la saison, il est venu nous parler, il a eu un discours clair, l'objectif c'est de monter en National 3. Après, c'est pas obligé d'être cette année, ça se joue sur 2 ans, 3 ans. Et donc ouais, pas de pression, et si ça gagne pas, c'est pas grave, et on continuera l'année prochaine. Anthony, Idriss, en quoi êtes-vous des meilleurs joueurs aujourd'hui qu'à vos 18 ans? Des meilleurs joueurs, bah moi c'est parce que je joue sous mes couleurs, les couleurs que j'aime. Donc c'est décuplé, la détermination est décuplée, t'as envie de toujours bien faire. C'est vrai que dans mes précédents clubs, j'étais déterminé à vouloir gagner, mais si je perdais, je rentrais chez moi, ça me faisait ni chaud ni froid. Là quand je perds, je rentre chez moi, je suis dans le mal. Hein. Moi, je vais te dire, c'est plus l'expérience. L'expérience, quand on est jeune, on se dit, ouais, on a envie de tout faire rapidement et tout. Et quand on grandit, maintenant 27 ans, avec tous les matchs qu'on a fait, on arrive à voir quels sont les moments, quoi faire à quel moment être un peu plus excité. Parce que quand on est jeune, on est excité de partout sur le terrain, on court de partout, on se fatigue. Alors que maintenant, on sait quand il y a les espaces, quel appel faire. C'est plus l'expérience, moi, qui fait que j'arrive cette année à mieux jouer. Avant de donner la parole à Daoud, et pour rebondir un peu sur ce que disait Amidou juste avant, Anthony, tu joues meneur de jeu, enfin bon, avec le numéro 10. Idriss, tu joues avant-centre, en tout cas avec le numéro 9. Ouais. Est-ce que dans un match, dans la saison, vous avez été amené à jouer, à changer de poste? Alors moi déjà de base je joue un peu plus bas déjà sur le terrain. De base ouais. Là c'est juste année, Samy me fait jouer un peu plus haut pour être... Parce qu'à l'entraînement on aime bien chercher et tout, on a trouvé... Ah, comme quoi vous êtes vraiment complémentaires. Ah, vous si, êtes, ouais. Complètement. Ouais, même il a découvert cette... comment on dit? Complémentarité. Ouais. Il a découvert ça cette année à l'entraînement et du coup ouais je joue un peu plus haut. Mais ouais sinon non, moi jamais je vais passer en 9 à sa place. Moi, dans le match, comme on l'a vu ce week-end, je peux descendre aussi en meneur de jeu, en 10, pour que Tanto, lui, descende en 6. Après, vu ma forme actuelle, je peux pas jouer sur les côtés encore. Mais ouais, dans ma carrière, j'ai déjà joué milieu gauche, milieu droit. Mais ouais, Samy, il est important. Il aime bien faire bouger un peu les joueurs, parce qu'on est un peu polyvalent dans l'équipe. C'est comme notre Dos Santos, il est droit qui a joué défenseur, à la fin, latéral. défense latérale. Bah déjà contre Chauvigny, je l'avais vu, il avait fini aussi. Ouais, il avait latéral. fait aussi latéral. Il y a notre aussi Guédé, Calvin. Il a notre latéral qui finit défense centrale, alors que de base c'est un numéro 6. Et vous avez vu son niveau. Gros match. Il est exceptionnel. Et c'est pas que ce match-là où il est exceptionnel. Malheureusement, votre capitaine est sorti blessé. Voilà, notre capitaine, qui était déjà, il revenait de blessure. Oui, on l'a vu. Vraiment Ça joué, fait mal, donc ça fait mal pour lui. Ouais. Donc on l'a replacé Calvin derrière, et vous voyez qu'il est exceptionnel. On a beaucoup de joueurs très polyvalents, et c'est ça qui nous fait fonctionner jusqu'à là. Bon, je suis pas d'accord avec toi, Idriss. Je t'ai vu contre Chauvigny, t'étais souvent quand même sur les côtés. Ah. T'étais à l'aise. Donc voilà, peut-être que contre Amiens, oui, forcément, le niveau, l'intensité était différente. Et c'est chose normale. Daoud. Non, moi, je vais revenir au
au pain quotidien de la R1, là. Comment vous, justement, par rapport à ce que vous avez fait là sur la première partie de saison, comment vous jugez le championnat? Parce que vous êtes une équipe joueuse, avec des joueurs de ballon et tout. Et je sais qu'en R1, t'as peut-être une ou deux, peut-être la réserve du PSG, parce que c'est souvent de la qualité athlétique, ça balance, balancer, ça joue long, on va dire direct. Donc comment, votre... le bilan de la première partie de saison et comment vous vous adaptez à ces conditions qui sont particulières chez nous en fait. C'est un championnat très 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 compliqué la R1 avec des blocs souvent bas qu'on doit contourner, des équipes qui jouent en contre. Ouais, c'est comme ça. Avec Samy, il essaye toujours de trouver des solutions. Déjà, on joue un pressing tout terrain. On fait des pressings tout terrain justement pour pas que les équipes jouent long. Mais ouais, c'est très très compliqué la R1. Ouais, le niveau R1 quand même à Paris est assez élevé. Complètement. Un vivier parisien exceptionnel. Moi, je suis originaire de Lyon de base. Je sais que là-bas, la R1, c'est plus, ça va plus jouer au foot, mais très physique à Paris. Donc ouais, il y a, on va dire, 50 à 80% des équipes qui sont un peu plus costauds. Il y a quelques équipes qui vont jouer au ballon. Donc il faut s'adapter. C'est pour ça que si Anto et moi et Paul, la plupart des joueurs de l'équipe, on arrive à faire un bon match contre Amiens, parce que, comme on dit, plus on joue au haut niveau, plus il y a de l'espace. Plus ça joue posé, plus ça joue tranquille, donc on arrive plus à s'exprimer. C'est sûr qu'en R1, quand il y a un ballon long, t'as 3-4 défenseurs sur toi qui te sautent dessus. Et les coups de... C'est d'ailleurs ce qu'expliquait le joueur de QRM tout à l'heure. Ouais, il a préparé contre l'OM, c'est plus facile que des joueurs nationaux. Vraiment, on le voit sur le terrain, on a plus d'espace, plus de temps. Mais après, dans les derniers mètres, comme il disait aussi le joueur de Queville, ça va très vite dans les derniers mètres. Il faut faire très vite le choix, et on l'a vu contre Amiens. C'est 4 actions, 5 actions, 4 buts. C'est clinique, c'est chirurgical, et c'est ça qui fait la différence. Quand moi, par exemple, je m'entraînais avec les pros, c'est la seule chose que j'ai vue, c'est pas techniquement, ça fait partie de la technique. La vitesse, gestes justes. Les passes, c'était 100%. La bonne passe, le bon je me rappelle, je m'étais entraîné avec la Ligue 1 de Nîmes. Je me rappelle du joueur, comment il s'appelle, le milieu de terrain, le numéro 6. Il avait signé à Montpellier après. Savanier. C'était chaque passe était dans les pieds, chaque frappe était dans la lucarne, et c'est ça qui a fait la différence ce week-end. Mais pour revenir au championnat R1, c'est un championnat assez compliqué, mais vous arrivez à développer du jeu quand même. On arrive à développer notre jeu, parce que ça dépend des équipes, comme tu as dit, ça dépend des équipes. Oui, ça je dis ça parce que je dis pas ça au hasard. Je sais que ça bascule très vite. Ça peut aller vite. Tu vas 2-3 blocs bas, tu domines tout le match, tu marques pas, t'es pas chirurgical. Sur un contre, une fois tu te fais avoir. Ça, on connaît un peu ce championnat. C'est compliqué. Une série de mauvais résultats. C'est ça, c'est dur. Tu as décrit les deux matchs. Un match où on fait match nul à Vallières. À Vallières, ils sont 11 derrière sur un terrain en herbe catastrophique. C'est synonyme aussi de la R1, c'est le championnat amateur, quoi. C'est ça. Donc on pouvait jouer, je pense, 4 jours, on n'aurait pas marqué un but. Et derrière le match, contre Courbevoie qu'on perd, c'est qu'on a 3-4 actions au début du match, on les met pas, et derrière c'est chirurgical. En plus, le terrain, c'est un city stade là-bas. Tu connais la cage. Je connais bien. C'est le championnat R1, c'est le championnat amateur. C'est ça la différence avec le. Avoir un gros mental, c'est la transition là. Non, mais franchement, on est des mecs qui avons la tête sur les épaules. Franchement, il n'y a personne qui se prend pour. On sait tous d'où on vient, et on l'a vu samedi, on le voit encore en plateau à Midou. Après, c'est très très dense le 93. Le long du périph', là, il y a énormément de densité. Et j'aimerais savoir, le vrai derby, c'est contre qui? Le vrai derby? Oui, Montreuil, c'est qui l'ennemi héréditaire? Non, il y en a toujours un qui pas forcément l'ennemi, mais il y en a toujours un qui. Il y a toujours un adversaire qui. Non, il y a les Lilas à côté qui aimaient bien prendre les joueurs de Montreuil. Bon, là, on a réussi à garder quelques joueurs. D'ailleurs, il y avait mon petit frère qui jouait là-bas. Tiens. Je l'ai rapatrié quand je suis revenu à Montreuil. Ouais, ils sont descendus. Après, des derbies, il y a le PFC en vrai. Porte de Montreuil, c'est à côté. Oui, c'est à côté. Mais ce que je veux dire, dans le 93, est-ce qu'il n'y a pas, pour la suprématie, entre parenthèses, il n'y a pas d'antagonisme? Non, franchement, non. D'accord. Franchement, non. Toi, tu connais pas, je te regarde. Ouais, non, franchement, il n'y a pas de. D'accord, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas tout le monde se. Au contraire, on est. Tout le monde se soude. Quand on voit Blanc-Minil qui nous félicite. Non, franchement, il y a les supporters Bagnolet qui sont venus. Dans les ultras, il y avait aussi des gens de Bagnolet. Même Bobigny qui vous accueille. Bobigny qui nous accueille. Ouais, non, on est plus dans la fraternité que dans.
Bon, après, pour les supporters, quand même, à un moment donné, au niveau des champs, je me suis plus cru au parc à un moment donné. Non, je suis pas d'accord. Je pense que ce type de chants, tu les entends dans tous les stades de France. Non, mais voilà, je me suis dit, t'as beaucoup de supporters sont aussi supporters parisiens. Voilà, ça venir les ultras Ça parisiens. fait partie du folklore. Voilà, ils sont vraiment dans le groupe parisien de base. Donc, Là, ouais, c'est mais c'est des chants de stade après. C'est des chants de stade. Mais l'ambiance qu'ils ont créée, je pense que tout le monde s'en souviendra. Anthony Idriss, même si j'espère que vous allez rester le plus longtemps possible du côté de Montreuil, parce que sinon j'aurais des problèmes avec Idriss et Abdoulaye, et sans parler de Samy, mais est-ce que le monde pro est définitivement derrière vous? Moi, j'y pense plus. Personnellement, j'y pense plus. Je suis concentré sur Montreuil et je prends un tel plaisir que franchement, le monde pro, j'y pense plus. Ah, c'est rafraîchissant, je trouve. Ah ouais. Ouais, non, franchement, moi, C'est magnifique. mon mot, c'est le plaisir. Franchement, j'avais perdu le plaisir. Et franchement, de revenir chez moi, parce que c'est chez moi, Montreuil, de revenir chez moi, jouer avec les personnes avec qui j'ai grandi, pour les personnes qui m'ont vu grandir, c'est exceptionnel. Idriss. Moi, je rejoins Anthony. Moi, j'ai mon père qui est très proche de moi dans le foot, qui m'a suivi toute ma vie de foot, qui pour lui, il croit toujours. Mais moi, quand je suis arrivé à Montreuil, c'est ce que je discutais avec lui, et je lui disais, moi, là, en mode, c'est bon, j'en ai marre de me mettre la pression pour rien. Moi, maintenant, je veux kiffer, et c'est pour ça que je suis allé à Montreuil, pour jouer avec des copains, des amis, et c'est là où on est le meilleur, quoi. Donc, ouais, j'ai un peu oublié ce monde professionnel, mais vu la saison qu'on fait et tout, c'est sûr que c'est toujours dans un coin de la tête de monter à un plus haut niveau. C'est même mon coach qui vient vers moi et qui nous dit, on peut jouer plus haut, c'est à nous de faire les choses pour. Et donc, après, ça peut aller très vite, finalement. Il faut monter, il faut passer cette régionale. Et puis, s'il nous met encore 20 buts, on le laisse partir avec grand plaisir. Ah non, faut le garder, faut le conserver. Après, bon, il faudra parler certainement, comme on dit, salaire. Quand on a montré, on parle pas salaire. Voilà, on parle pas de salaire. On Une dernière question pour Idriss et Anthony. Je dirais que le discours, c'est vrai, d'Anthony et d'Idriss, c'est très rafraîchissant, mais en même temps, je pense que c'est le mal qui frappe tous les apprentis footballeurs, c'est qu'à un moment donné, il y a une synthèse à faire. Passer du plaisir au devoir, C'est ça, parce que exactement. quand on devient pro, ça devient un devoir, une obligation, c'est compliqué. Pour rebondir sur, on a reçu en début d'émission Grégory Bogard, qui 12 ans après nous parle de l'épopée de Quevilly face à l'OM. Je voulais savoir, bon, vous êtes en mission en N3, dans 10 ans, de quoi aimeriez-vous parler? De 10 ans. Dans Bah, 10 ans. déjà du 100% football amateur, forcément. déjà. Non, mais- Dire qu'on était à la radio. Merci, Amine. Merci. Entre le parcours Coupe de France et une montée N3 ou autre, je veux dire, qu'est-ce que... bon, la Coupe de France, on a vu, c'est vraiment un focus. Mais je veux dire, vous, en tant que compétiteur, en tant que... Voilà, on a vu... je regardais un peu Grégory, il a 22 ans de carrière. Et sur 22 ans de carrière, on lui parle De ce match. du match de Coupe de France. Ce que je veux dire, à l'heure du bilan, qu'est-ce que vous penserez qui vous aurait le plus marqué? Ouais, je pense que ça, déjà, on va s'en souvenir toute notre vie. Faire un 16e de finale avec un club comme Montreuil, c'est un club de quartier, Exactement. vraiment familial. Ça, on va s'en souvenir. On va regarder la photo d'équipe. On va dire, oh, regarde, il y avait lui, il y avait lui. Attention, ça jaunit avec le temps. Non, maintenant, ça y est. Non, et ouais, une montée. Franchement, on Oui, c'est pourra vrai. dire que faire monter Montreuil au niveau national, ça serait exceptionnel. Et je pense que si on le fait, on en reparlera même toute notre vie, pas que dans le dur. Parce qu'un match de Coupe de France, c'est un objectif court, on va dire, alors que le championnat, c'est toute la saison, donc c'est plus compliqué, on le sait, pour moi, de gagner un championnat que de gagner une coupe à la Coupe de France, je parle Bien de sûr. coupe en général. Donc oui, se souvenir d'une montée, je pense que tout joueur qui a joué des montées s'en souviendra toute leur vie. C'est vrai qu'on Bah, moi, j'ai fait la montée R2, R1 avec Montreuil. Il y a des gens encore dans la ville qui nous en parlent, alors que c'est que, entre guillemets, R2, R1. Donc Ah ben, lorsque on a reçu la semaine dernière Abdoulaye et Idriss, j'avais posé la même question à Abdoulaye et il se rappelait plus en termes d'émotion de ce match de la montée que cette qualification face à Chauvigny. Oui, bon, Donc, non, je vais pas dire, mais il a quand même pleuré dans le vestiaire. Ça ne m'étonne pas, on sent c'est un émotif, notre ami Abdoulaye. En tout cas, c'était vraiment très
passionnant de vous recevoir, Merci messieurs. à vous. On vous souhaite vraiment le meilleur et on voit qu'ils sont vraiment Montreuil-Ouah et Narvalo. jusqu'au bout parce qu'ils ont les doudounes avec Montreuil. Donc, Ils je ont ne tout suis pas vendu étonné. samedi, je crois. Tout Ah. est parti. Avant de faire un dernier tour de table, ce matin, je suis désolé de terminer comme ça. Ce matin, on a appris le décès de Monsieur Roland Courbis, avec qui j'ai échangé encore lundi dernier, et on devait le recevoir en plateau. Donc grosse perte. Toutes nos pensées vont à sa famille. Donc désolé, j'ai cassé un peu l'ambiance, mais je tenais quand même à passer ce message. Dernier droit de parole quelque part, Daoud, merci d'être passé. Moi, je remercie Farid de l'invitation. Et ce qui est plaisant là, dans ce que vous dites là, les jeunes, on va dire les jeunes. Oui. Non, mais c'est les émotions. Ouais, complètement. c'est ça. Ouais. C'est ça le foot. C'est Ouais, les c'est émotions. Vous laissez une trace à Montreuil, ça se voit. C'est une trace que vous laissez à Montreuil, tu vois. Même ici, en Et c'est plateau. et c'est plaisant. Voilà, c'est vraiment, on ressent les émotions que vous voulez véhiculer aux gens. C'est la plus belle chose, continuez comme ça. J'ai vu une très 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 grande famille du côté de Montreuil. Amidou. Bah écoute, sans l'ambiance, une grosse pensée à Roland Courbis. Et aussi, je suis obligé de dire passer le bonjour à mon ami Moustapha Nasri et tous ces joueurs de futsal qui nous ont mis la fessée hier. D'accord. Donc, je devais leur dire L'important, ça. la fessée, c'est les émotions aussi. Voilà, c'est des émotions aussi. Voilà, et merci aux Narvalo pour leur fraîcheur. Voilà. Mot de la fin pour toi, Anthony. Déjà, merci de nous avoir invités. Et rendez-vous à N3. Exactement, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Idriss. Moi je dirais merci aussi pour l'invitation et j'irai plus un petit court rendez-vous ce week-end contre le Paris Exactement. FC. Déjà, étape par étape. Très bon match à suivre. Ça va être déjà un match important qui vous attend contre la réserve du Paris FC. En tout cas, merci messieurs d'être venus ce soir. J'espère, auditeurs, auditrices, que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Axel et Damien qui n'est pas très loin et à Grégory Bogrard qui est avec nous au téléphone. N'oubliez pas de vous abonner également sur les réseaux sociaux. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le football ce n'est que du plaisir. Ciao.